survit-elle à un cancer dévastateur à seulement 22 ans? Parvient-elle à captiver des millions de spectateurs grâce à sa présence à l'écran? Devient-elle mère contre toute attente? Et continue-t-elle à rayonner d'espoir après avoir perdu l'amour de sa vie? L'histoire de Véronique Jeannot n'est pas celle d'une célébrité facile, mais celle d'une résilience mise à l'épreuve encore et encore. Connue de générations entières pour son rôle inoubliable de Joël Mazar dans Pause Café, elle a affronté des chagrins d'amour brutaux. Et pourtant, à travers tout cela, elle a reconstruit son monde avec une détermination sans faille et une philosophie de la bienveillance et de la gratitude qui semble défier le cynisme de notre époque. Aujourd'hui, elle se livre avec une profondeur et une sincérité qui révèlent une facette d'elle-même que peu ont eu la chance de voir. Plongeons dans une vie qui n'a vraiment rien d'ordinaire. Vaincre un ennemi silencieux. C'est en 1979 que Véronique Jeannot se trouvait au seuil d'une carrière d'actrice prometteuse. Après ses débuts remarqués à la télévision dans Le Jeune Fabre, en 1972, sous la direction de Cécile Aubry, elle avait poursuivi son ascension, apparaissant dans Paul et Virginie, et Aurore et Victorien. Son visage frais, son sourire chaleureux et sa sincérité naturelle la rendaient immédiatement inoubliable sur le petit écran. Puis vint Le Toubib, tourné en 1979 aux côtés du légendaire Alain Delonge. Véronique avait 22 ans, pleine d'espoir et d'ambition, mais le destin la frappa avec une force terrifiante pendant cette production. Elle commença à ressentir des symptômes inquiétants et consulta ses médecins. Le verdict fut dévastateur. Un cancer de l'utérus à un âge où la plupart des femmes rêvent de maternité plutôt que de lutter pour leur survie. Ce diagnostic pulvérisa son univers. Il s'agissait d'une forme particulièrement agressive de cancer de l'utérus qui obligea les médecins à agir vite. Une chimiothérapie fut prescrite presque immédiatement et Véronique fut précipitée dans un cycle de traitements éprouvants. Ses molars restent parmi les plus sombres de sa vie. Des années plus tard, elle raconta en interview combien les drogues toxiques de la chimiothérapie lui avaient fait perdre ses cheveux, abîmer sa peau, voler son énergie. J'étais si faible que je ne pouvais même plus monter les escaliers, admit-elle. Au-delà du choc physique, le traumatisme psychologique fut encore plus dur. Les médecins l'avaient averti sans détour. Le traitement la rendrait stérile. Pour Véronique, qui avait rêvé depuis son adolescence de porter un enfant, ce fut un coup terrible. Elle n'avait que 22 ans. Face à la perte de sa fertilité, elle sombra dans ce qu'elle décrira plus tard comme un tunnel de désespoir profond. La peur de mourir était réelle, mais ce qui la faisait le plus souffrir, c'était de savoir qu'elle ne connaîtrait jamais une grossesse, qu'elle ne porterait jamais de bébé. La maladie ne lui avait pas seulement pris sa santé, mais aussi ses rêves, son sentiment d'être femme. Elle avoua à des amis proches qu'elle avait l'impression d'avoir été amputée d'une partie d'elle-même. Il y eut des moments, confiera-t-elle plus tard, où elle songea terriblement à mettre fin à ses jours. S'il y avait eu encore un traitement, encore une chimio, déclara-t-elle à Télé Loisirs des décennies plus tard, je me serais peut-être jetée sous un métro, c'était à ce point-là. Pourtant, dans ses heures les plus sombres, elle trouva une étincelle de force. Peut-être venait-elle de son éducation ou d'un instinct de survie si puissant qu'il refusait de lâcher prise. Elle décida qu'elle vivrait, même sans son rêve de maternité. Lentement, douloureusement, elle traversa les traitements. Son corps survécut, mais son esprit dut être reconstruit à partir de ruines. Durant ces mois, elle commença à explorer la philosophie bouddhiste, y trouvant un chemin d'acceptation et de gratitude. Elle en vint à croire que la vie, même brisée, pouvait encore contenir de la lumière. En 1981, après avoir suivi tout le protocole de chimiothérapie
et obtenu la rémission, elle revint sur les plateaux avec une détermination encore plus forte. On lui proposa le rôle de Joël Mazar en Pause Café, cette assistante sociale compatissante qui se bat pour les jeunes en difficulté. Un rôle qui semblait fait pour elle. Véronique y insuffla toute l'empathie et tout le courage qu'elle avait accumulé sur son propre chemin. Le public n'avait aucune idée que derrière la lumière de l'actrice se cachait une femme qui avait regardé la mort en face, perdu sa fertilité, et choisi pourtant de se relever. Interpréter Joël apporta sa propre forme de souffrance, car la série abordait les thèmes de la famille, des enfants, de l'avenir, des sujets encore à vivre dans le cœur en convalescence de Véronique. Mais elle refusa de fuir la douleur. Au contraire, elle en fit une partie intégrante de son jeu, ce qui donna à sa performance une authenticité que le public ressentit instinctivement. Des millions de téléspectateurs suivirent, semaine après semaine, les aventures de Joël, qui aident des jeunes à surmonter des défis impossibles, sans savoir que l'actrice elle-même avait mené un combat tout aussi féroce. Avec le temps, Véronique parla ouvertement de son cancer et de ses séquelles. Elle compara cette expérience à une météorite tombant sur son monde paisible, détruisant tout, mais l'obligeant à construire des fondations plus solides. Dans ces ruines calcinées, elle découvrit un nouveau sens de l'empathie, une autre manière de voir les autres qui marquerait le reste de sa carrière. Elle devint une actrice, capable de parler avec son cœur qui refusait de masquer ses cicatrices. Pour elle, survivre ne suffisait pas. Elle voulait transformer la douleur en but, et ce faisant, Véronique Jeannot est devenue un symbole vivant de la résilience, inspirant des générations entières. Défier le destin. Les années 1980 auraient pu être la décennie du triomphe pour Véronique Jeannot, une succession ininterrompue de succès professionnels et de romances dignes d'un conte de fées. D'une certaine façon, cette décennie l'a consacrée comme l'une des actrices les plus aimées de France. Mais derrière les sourires en couverture des magazines, se cachèrent des chagrins qui auraient brisé des esprits moins solides. À l'été 1980, son monde bascula à jamais. Elle fut invitée à un shooting photo pour un magazine automobile. Aux côtés d'un jeune pilote de Formule 1 brillant, Didier Pironi, alors étoile montante chez Ferrari. Véronique n'avait aucune intention de transformer cette opération de promotion en histoire personnelle. Mais lorsqu'elle rencontra Didier sur le plateau, quelque chose d'électrique passa entre eux. Un coup de foudre si intense qu'aucun des deux ne put le nier. Il y avait un énorme obstacle. Didier était marié. Leur histoire d'amour débuta donc dans le secret, entre coins cachés et week-ends volés, loin des objectifs des paparazzis. Malgré la culpabilité et la clandestinité, Véronique décrivit cette relation comme l'amour le plus puissant de sa vie. Didier était intense, passionné, brillant, avec un goût du risque qui la fascinait autant qu'il l'effrayait. Leur relation brûla de mille feux entre 1980 et 1981, deux amants s'accrochant à des instants volés. Puis, en août 1982, le drame survint. Didier, en compétition à Hockenheim en Allemagne, fut victime d'un terrible accident qui mit fin à sa carrière de Formule 1. Il se brisa gravement les deux jambes, anéantissant tout espoir de revenir au plus haut niveau. Sans hésiter, Véronique mit sa propre carrière en pause pour s'occuper de lui. Pendant des mois, elle resta à son chevet, le soutenant au fil des opérations de la rééducation et de la douleur. Il rêvait d'un avenir où il pourrait rebâtir une nouvelle vie, loin des circuits, peut-être même ensemble au grand jour. Mais Didier ne put jamais renoncer à l'adrénaline. En 1987, après une convalescence partielle, il retourna à la compétition, cette fois sur l'eau, dans des courses de bateaux offshore. Véronique partageait entre l'admiration et la peur, le vit replongé dans les bras du danger. En août 1987, le destin les frappa à nouveau. Didier Pironi trouva la mort sur le coup
lorsque son bateau chavira près de l'île de White. Véronique, qui croyait avoir surmonté le pire, resta anéantie. Une partie de moi est morte avec lui, avoua-t-elle plus tard, incapable de comprendre pleinement cette perte. Le choc émotionnel fut si violent que Véronique connut une nouvelle crise de santé. Elle fut persuadée que ce traumatisme avait ravivé le cancer qu'elle avait combattu quelques années plus tôt. Refusant une seconde chimiothérapie, terrifiée par ses effets secondaires destructeurs, elle se tourna vers l'homéopathie, l'acupuncture et un régime holistique strict. Contre toute attente, elle survécut de nouveau, même si le vide laissé par Didier ne guérirait jamais totalement. Il fallut des années à Véronique pour se sentir prête à rouvrir son cœur. Puis arriva Laurent Voulzy, déjà célèbre dans la chanson française. Ils se rencontrèrent au milieu des années 1980 et Véronique décrivit leur première conversation comme une bouffée de légèreté après tant de ténèbres. Laurent était joueur, poétique, doté d'un immense talent musical. Leur duo de 1984, Désir, Désir, les projeta dans la mémoire collective comme le couple de rêve de la chanson française. Dans l'intimité, leur amour était bien réel, fondé sur le rire et une créativité partagée. Pendant près de 10 ans, Véronique et Laurent tentèrent de construire une vie ensemble. Mais, au fil des ans, des fissures apparurent. Véronique, marquée à jamais par ses traumatismes et ses deuils, aspirait à un ancrage, à une stabilité. Laurent, lui, était ce qu'elle appelait affectueusement un grand adolescent, un homme guidé par l'inspiration et la spontanéité, à qui la routine quotidienne pouvait sembler étouffante. Au début des années 1990, ils prirent la décision douloureuse, mais respectueuse de se séparer. Il n'y eut ni guerre, ni scandale, ni cruauté. Véronique parla plus tard de Laurent avec une profonde tendresse, expliquant combien son génie créatif et sa douceur lui avaient redonné goût à la vie. Elle avait simplement compris que certains hommes étaient faits pour le rêve, pas pour la routine. Et pour cela, elle ne lui en voulut jamais. Mon attachement pour lui durera jusqu'à ma tombe, confia-t-elle un jour à un journaliste, rare aveu d'une fidélité sans faille. La naissance d'une nouvelle forme de maternité. Aucun enfant ne grandirait jamais dans son ventre, mais Véronique ne se laisserait pas priver de l'expérience de la maternité. Au milieu des années 2000, elle avait déjà tourné son attention vers quelque chose de plus grand qu'elle-même, la souffrance des enfants tibétains en exil. En 2005, elle fonda Graines d'avenir, une association destinée à aider ces enfants à préserver leur identité culturelle tout en recevant une éducation. Ses voyages à Dharamsala, en Inde, lui ouvrirent les yeux sur des réalités bien au-delà de tout ce qu'elle avait connu en France. Là, dans un village niché au pied de l'Himalaya, elle rencontra une petite fille dont l'histoire allait changer sa vie à jamais. Migmar n'avait que 8 ans lorsque Véronique la rencontra pour la première fois. Les deux établirent tout de suite un lien, et Véronique commença à parrainer l'enfant via son association, lui apportant soutien et opportunités. Au fil des années, leur relation se renforça bien plus profondément que ce que Véronique aurait pu imaginer. Les appels téléphoniques se transformèrent en séjours d'été en France et, un été, Migmar refuse à simplement de rentrer chez elle. Véronique, consciente de la force de ce lien, prit la décision que personne n'aurait attendue. Elle adopta Migmar en 2013, lorsque la jeune fille avait 15 ans. Ce ne fut pas un conte de fées. Adopter une adolescente n'est jamais simple, et Migmar arriva avec ses propres blessures, frustrations et rêves. Véronique décrivit cette expérience comme un tsunami, une vague joyeuse mais bouleversante, qui transforma toute sa vie. Migmar, de son côté, dut apprendre à vivre dans une nouvelle culture, à faire confiance, à s'adapter. Pourtant, ensemble, elles réussirent, tissant une relation qui est devenue la fierté de Véronique.
Aujourd'hui, Migmar est une jeune femme de 25 ans, pleine de rêves de cinéma et de narration, avec une chaîne YouTube qui lui permet de partager sa propre voix avec le monde. D'une certaine manière, le chemin de Véronique vers la maternité fut aussi inattendu que le reste de sa vie. Difficile, imprévu, mais profondément porteur de sens. Elle expliqua un jour que la perte de la possibilité d'avoir des enfants biologiques l'avait obligée à ouvrir son cœur plus largement, à voir la famille comme quelque chose qui se construit par l'amour plutôt que par le sang. Et à travers Migmar, Véronique réalisa enfin ce désir ancien de transmettre, de guider et d'offrir sa sagesse à la nouvelle génération. Son histoire prouve que la maternité n'a jamais un seul visage. Véronique a trouvé la sienne dans les bras d'une adolescente tibétaine, un lien qui reste un monument vivant à sa générosité de cœur. Combattre les requins, même après avoir vaincu le cancer, survécu à des chagrins d'amour et affronté certaines des épreuves les plus difficiles de sa vie privée, Véronique Jeannot découvrit que le monde avait toujours de nouvelles façons de blesser. En 2019, un autre coup terrible la frappa. Cette fois, non pas sous forme de maladie ou de tragédie, mais d'une arnaque financière froidement calculée. L'escroc, un ressortissant suisse nommé Robert L., avait mis au point une pyramide de Ponzi si sophistiquée qu'elle fonctionna pendant 10 ans sans éveiller le soupçon, piégeant environ 70 victimes dont Véronique. La promesse? Un investissement sûr, lucratif, avec des rendements stables impressionnants. La réalité? Un château de cartes bâti sur la cupidité et la tromperie, voué à s'effondrer sur ses croyants. Robert L. n'était pas un escroc ordinaire. Grand, charismatique, apparemment bien introduit, il s'était fondu sans effort dans des cercles de confiance, y compris ceux du milieu des célébrités que fréquentait parfois Véronique. Des amis le décrivaient, c'est comme charmant, facile à apprécier, prompt à parler de placements suisses, sûr. Il affichait un train de vie étincelant qui en éblouissait plus d'un. Week-end à Dubaï, fête sur des yachts à Ibiza, un appartement chic dans le quartier huppé de Champel à Genève et d'interminables soirées parisiennes où il citait des noms prestigieux pour asseoir sa crédibilité. Lorsque Véronique fut approchée, la proposition paraissait fiable. Elle avait travaillé dur pour épargner dans l'idée de sécuriser son avenir et de continuer à soutenir des enfants grâce à son association Graines d'avenir. Confier une partie de ses économies à Robert semblait raisonnable à ce moment-là. Il avait des témoignages, des documents, même des références bancaires qui paraissaient authentiques. Mais tout n'était qu'un tissu de mensonges, destiné à alimenter le schéma classique d'une pyramide de Ponzi, où l'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les anciens. Le château de cartes commença à s'écrouler en 2019, lorsqu'un investisseur désespéré, totalement ruiné, se tourna vers la police. À ce moment-là, Robert L. avait déjà empoché entre 8 et 15 millions d'euros, selon les dossiers judiciaires confirmés plus tard par le Parisien. Les autorités ouvrirent une enquête plus approfondie, qui révéla l'extraordinaire extravagance du train de vie de Robert. Lors d'une perquisition en 2024, on découvrit 215 paires de chaussures de luxe et 415 sacs à main de grande marque, sans doute offerts à son épouse, qui continue de prétendre n'avoir jamais su que son mari fraudait. Pour Véronique, la nouvelle fut un nouveau choc, qui résonnait avec chaque trahison vécue auparavant. Elle avoua aux journalistes que c'était un coup dur à tous les niveaux, tout en gardant pour elle la somme exacte qu'elle avait perdue. Ce sentiment de violation allait bien au-delà de l'argent. Cet homme avait détruit la confiance, volé des rêves, et laissé derrière lui un cortège de victimes anéanties, non seulement financièrement, mais aussi moralement. Robert fut arrêté en mai 2024 en Suisse et placé en détention provisoire, le tribunal estimant qu'il présentait un risque élevé de fuite, au moins jusqu'en avril 2025. Pendant ce temps,
des victimes comme Véronique se demandaient si elles pourraient un jour récupérer leurs fonds. D'autres, encore plus malchanceux, avaient de tout perdu. Un homme vivait désormais dans sa voiture. Un autre ne pouvait plus payer son traitement vital contre le cancer. En suivant la procédure judiciaire, Véronique puisa à nouveau dans les outils mentaux qu'elle avait forgés au fil d'une vie. La méditation, la philosophie bouddhiste, et une capacité d'acceptation, même face à l'impardonnable. Elle déclara plus tard à la presse que, même si elle avait été trop naïve, parfois en amour et en amitié, elle refusait de laisser cette expérience endurcir son cœur. Pour Véronique, préserver sa bienveillance était plus important que n'importe quelle somme d'argent, et elle préférait reconstruire encore plutôt que se noyer dans le ressentiment. Cette résilience est sans doute son plus grand talent. La capacité de regarder en face le pire de la nature humaine, tout en continuant à croire au meilleur. En fin de compte, Véronique Jeannot montra encore une fois que, peu importe combien de requins rôdent autour d'elle, son esprit ne peut pas être dévoré vivant. Gratitude, croissance et avenir. Là où certains ont été écrasés par tant de coups durs, Véronique Jeannot a trouvé une raison de continuer à rêver. Elle s'est plongée plus que jamais dans sa foi bouddhiste, trouvant du réconfort dans la méditation et dans l'acceptation sereine de l'imprévisibilité de la vie. Son livre de 2023, « Le présent est mon refuge », est devenu à la fois une philosophie personnelle et une sorte de lettre ouverte à tous ceux qui luttent pour survivre au chaos de ce monde. Elle y rappelle à ses lecteurs que le seul moment qui nous appartient vraiment est le présent, et que le passé, si douloureux soit-il, ne peut plus être modifié. Installée dans le Var, entourée par la nature et sa chienne, Sheila, Véronique a adopté un rythme de vie plus simple. Elle refuse les illusions d'une jeunesse en plastique, laissant fièrement son visage raconter son histoire authentique, sans recourir à des interventions esthétiques qui pourraient en effacer l'humanité expressive. À la place, elle entretient son corps grâce aux yogas, aux vitamines et à des parenthèses quotidiennes de 15 minutes, prouvant que la sérénité est un choix actif. Son calme n'est pas naïf. Elle sait à quel point il peut être fragile, mais elle a fait la paix avec le vieillissement, qu'elle considère comme un privilège plutôt qu'une punition. Tout en continuant à jouer, apparaissant par exemple dans Deux mains nous appartient sur TF1 et même sur scène avec un atelier pour deux, Véronique regarde aussi en arrière, avec gratitude sur son héritage artistique. Des millions de personnes se souviennent encore d'elle, comme Joëlle Mazar, l'assistante sociale au grand cœur, et lui écrivent pour lui dire combien ces histoires ont changé leur vie. Véronique chérit ses liens et les voit comme la preuve que sa carrière a eu un sens bien plus profond que la simple célébrité. Elle reste une femme d'une curiosité sans limite, avide d'apprendre encore, rêvant même un jour de nager avec les baleines ou de rencontrer les gorilles des montagnes. Loin de construire un bon cœur contre le monde, Véronique veut vivre pleinement, courageusement et en harmonie avec la nature, quoi qu'il arrive. Comme elle l'a confié un jour à un journaliste, à quoi bon sauver son corps si l'on ne peut pas sauver son âme? Son regard, après des décennies d'amour, de perte, de maladie et de renaissance, est limpide. Gardez le cœur ouvert et vous trouverez toujours un chemin. Quelle partie de l'incroyable parcours de Véronique Jeannot vous inspire le plus? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.